Les dernières poignées de terre venaient d'être jetées sur le cercueil en acajou poli. Les dernières prières flottaient encore dans l'air gris et froid. Je n'ai pas bougé quand tous les autres ont reculé d'un pas. Je suis resté là, les mains dans les poches de mon manteau, sentant le sol humide du Texas sous mes chaussures. Le vent glissait devant mes oreilles en silence. Il sentait légèrement le cèdre et la vieille terre. Le genre d'air qui rappelle à votre peau une douleur que vous n'avez pas encore traitée. J'ai regardé la montre à mon poignet. Sa montre. Celle qu'il portait toujours, même en réparant des poteaux de clôture ou en essuyant la graisse de ses mains après avoir travaillé sur la vieille Chevy. Je l'ai ajustée par habitude. Le bracelet en cuir était craquelé par endroits, mais je ne pouvais pas m'en séparer. C'était l'une des dernières choses de lui qui faisait encore tic-tac. Je n'ai pas pleuré. Je ne l'avais pas fait depuis des années. Quelque part en chemin, les larmes ont cessé d'avoir un sens. À quelques mètres derrière moi, j'ai entendu le mouvement subtil des corps, les costumes qui se frôlaient, les talons sur le gravier. La famille se regroupait comme une horloge, passant du deuil au mouvement. Je connaissais ce schéma. Le deuil dans notre maison avait toujours une date limite, une petite fenêtre avant que le véritable agenda ne se manifeste. Je me suis tourné lentement, juste assez pour les voir. Mon père, rigide comme toujours, les bras croisés. Ma mère, les mains jointes, fixant l'horizon. Mon frère aîné, Daniel, sortait déjà son téléphone, envoyant probablement un SMS à sa femme pour dire que c'était fini. Pas l'enterrement, le spectacle. Il avait porté le manteau le plus cher à l'enterrement, comme s'il posait pour la couverture d'un magazine de style de vie du Sud. Personne ne m'a parlé. Ce n'était pas nouveau. Je me suis approché, gardant une certaine distance. Ce n'est pas que je voulais me joindre à eux. Je ne voulais juste pas être laissé pour compte à nouveau. Puis, comme quelqu'un appuyant sur un interrupteur, la voix de mon père a coupé le calme. Tu n'auras rien. Les 48 millions vont à ton frère. Il a dit ça comme s'il commentait la météo, comme si j'avais demandé et qu'il était juste honnête. Il n'y avait aucune colère dans sa voix, même pas de déception, juste une finalité. Le genre de phrase avec laquelle on ne discute pas parce qu'elle n'a jamais été ouverte à la discussion en premier lieu. Pendant une seconde, je n'étais pas sûr de l'avoir bien entendu, mais l'oppression dans ma poitrine disait le contraire. Mon audition s'est estompée comme si j'avais plongé sous l'eau, le vent, les chaussures qui traînaient, les murmures étouffés, tout avait disparu. Je n'ai rien dit. Qu'y avait-il à dire? Ce n'était pas une question d'argent. Dieu sait que je n'avais jamais compté sur cet héritage. Ce qui piquait, c'était la facilité de la chose. La façon dont il m'a dépouillé de toute place dans cette famille avec une seule phrase devant les cousins, les vieux amis, même le pasteur, comme si je n'avais jamais appartenu à ce groupe pour commencer. J'ai aperçu la réaction de tante Linda, les yeux écarquillés, puis se détournant rapidement. L'oncle Ray a serré la mâchoire mais n'a rien dit. C'était le truc avec ma famille. Ils étaient passés maîtres dans l'art de prétendre que les choses étaient normales. Mais je ne cherchais pas leur sympathie. Je me suis tourné vers ma mère. Elle n'a pas croisé mon regard. Elle n'a pas tressailli. N'a pas chuchoté, ce n'est pas juste, ni même posé une main sur mon bras. Rien. Elle a juste regardé au-delà de moi, les lèvres serrées comme de la pierre. Son silence a frappé plus fort que ses mots. Au moins, mon père avait parlé. Ma mère m'a effacé sans ouvrir la bouche. J'ai dégluti difficilement, toujours figé sur place. Une douzaine de répliques griffaient ma gorge. Une vie entière à être celui qu'ils oubliaient. Celui qui est resté pour aider grand-père quand il est tombé malade. Celui qui a réparé les marches du Porsche, payé les impôts fonciers quand personne d'autre ne le faisait. Mais je n'ai pas parlé. Pas ici. Pas pendant que la terre était encore humide. Ce n'était pas l'endroit. Pas encore, ai-je pensé. Puis vint le changement. Une nouvelle énergie. Un homme que je n'avais pas remarqué auparavant s'est avancé, ajustant nerveusement son manteau. L'avocat. Son nom m'échappait, mais j'ai reconnu le dossier en cuir dans sa main. Celui que j'avais vu des années auparavant sur la table de cuisine de grand-père. Il s'est raclé la gorge. Il y a encore une chose, a-t-il dit, faisant une pause comme si les mots suivants portaient un poids qu'il n'avait pas prévu. Tout le monde s'est tourné vers lui. Même Daniel a baissé son téléphone. L'air s'est tendu à nouveau, pas de chagrin cette fois, mais d'une étrange tension d'affaires inachevées.
Il s'est raclé la gorge et a dit qu'il y avait encore quelque chose que mon grand-père n'avait encore laissé personne entendre. Je ne le savais pas alors, mais cette pause était la première fissure dans tout ce qu'il pensait contrôler. L'avocat a retenu son souffle une seconde de trop, comme s'il décidait s'il devait continuer ou simplement s'éloigner. Avant qu'il ne puisse parler à nouveau, j'ai jeté un coup d'œil latéral à Daniel. Il n'était pas confus. Il ne se penchait pas pour mieux entendre. Pas de sourcils froncés. Pas de regard en coin vers papa ou maman. Juste immobile, calme, comme quelqu'un qui regarde un film qu'il a déjà vu. Ce n'était pas un choc que je ressentais à ce moment-là. C'était de la reconnaissance. Ce n'était pas une nouvelle pour lui. Et maintenant que je le voyais, je ne pouvais plus l'ignorer. La façon dont sa main ne tressaillait pas, tenant toujours ce téléphone, la façon dont sa posture ne changeait pas, tout était trop stable, trop propre. J'avais vu Daniel s'effondrer pour moins que ça. Il savait déjà. Et ça avait été répété. Je n'ai rien dit. Mes pensées ont commencé à tourner en rond, cherchant des indices que j'aurais pu manquer. Il devait y avoir des signes. Il y a 3 semaines, à l'anniversaire de maman, Daniel a fait une blague désinvolte sur le fait que certaines personnes n'ont pas besoin d'argent pour se sentir importantes. Je me souviens l'avoir ignoré, pensant que c'était juste sa pique habituelle, mais maintenant je pouvais entendre le tranchant dans sa voix, le poids. Il ne plaisantait pas. Il se préparait. J'ai scanné plus loin en arrière. La fois où papa a appelé Daniel la colonne vertébrale de cette famille à Thanksgiving, alors que c'était moi qui restais avec grand-père pendant la chimio, qui le conduisait à chaque rendez-vous des vétérans, qui remplissait les papiers quand il ne se souvenait plus comment faire. Tout cela était lentement en train d'être repeint. Maintenant, debout au bord de la tombe, l'avocat n'avait toujours pas bougé. Puis, mon père a fait un pas en avant. Il n'a pas élevé la voix. Il ne s'est pas raclé la gorge. Il ne m'a même pas regardé. Ce n'était pas soudain, a-t-il dit platement, les yeux sur la terre. Votre grand-père a fait son choix avec le temps. Daniel était celui qui a gardé le cap. Celui qui a compris ce dont la famille avait besoin. Ma mâchoire s'est serrée. Je n'ai pas interrompu. Je l'ai juste laissé continuer parce que quelque chose dans son ton me disait qu'il était sur le point de tout réécrire. C'est lui qui a aidé à construire cet héritage, a-t-il ajouté. Il comprenait la responsabilité, la discipline, ce qu'il faut pour maintenir les choses ensemble quand les autres partent à la dérive. Je savais que c'était dirigé contre moi. Et ce n'était pas seulement un mensonge. C'était une performance pour les gens qui se tenaient à proximité. Pour les cousins, la belle famille et les vieux amis d'église qui en savaient juste assez pour hocher la tête, mais jamais assez pour questionner. Je n'étais pas seulement évincé. J'étais effacé du montage. Papa a continué. Il a dit que Daniel était toujours celui qui se présentait quand cela comptait. J'ai failli rire. Se présenter. Je vivais à 5 kilomètres de grand-père. Daniel prenait l'avion pour Noël et postait des selfies. Quand grand-père ne pouvait pas lasser ses propres chaussures, j'étais là. Quand il avait peur au milieu de la nuit, c'était moi qui conduisais pour venir. Personne n'a vu ces nuits-là. Personne ne le voulait. Et maintenant, on me qualifiait de quelqu'un qui aidait. C'est ce que mon père a dit. Il aidait ici et là. Aidait. Les mots piquaient plus fort que n'importe quelle malédiction. J'ai senti quelque chose se retourner dans mon estomac, comme si j'avais avalé une pierre. J'ai gardé mon visage neutre, même si mon pouls battait dans mes oreilles. Parce que ça, c'est comme ça que les familles vous effacent. Pas d'un seul coup, mais avec 1000 petites phrases. Avec le mot, juste, et la phrase, rien de personnel, avec des sourires froids et des haussements d'épaules polis. J'ai regardé Daniel à nouveau. Cette fois, ses yeux ont croisé les miens seulement une seconde. Puis il a détourné le regard. Il n'a pas essayé de me défendre. Il n'a pas dit, ce n'est pas vrai, ou, tu as aidé plus que moi. Il n'a même pas feint l'inquiétude. Et ce silence, son silence, confirmait tout. J'ai expiré lentement, me stabilisant. Je pouvais sentir la chaleur monter dans ma poitrine, derrière mes yeux, mais je ne l'ai pas laissé paraître. Pas maintenant. Parce que si je parlais, je serais la mère, le fauteur de troubles, le fils ingrat. Non. Si je parle maintenant, je perds, ai-je pensé. Si j'observe plus longtemps, j'apprends. Alors je suis resté immobile, le menton levé,
et je les ai regardés réécrire le passé. Ce qui m'a frappé le plus fort n'était pas l'argent. C'était qu'ils avaient planifié cela. Pas seulement la décision, mais le déploiement, l'optique, la narration. Ils l'avaient conçu pour faire de Daniel le héros et moi, la note de bas de page. Et j'ai réalisé que ce n'était pas du tout une question d'argent. Il s'agissait de quelque chose de plus profond. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce n'était pas une question d'argent. Il s'agissait de réécrire qui comptait. Et une fois que j'ai vu ce qu'ils effaçaient, je ne pouvais m'empêcher de penser aux années dont ils prétendaient qu'elles n'avaient jamais existé. J'ai fermé la portière de la voiture doucement, le son résonnant creux contre le bourdonnement décroissant des gens qui partaient. Le cimetière derrière moi était calme maintenant, juste quelques voitures tournant au ralenti au loin, leurs phares commençant à clignoter contre le crépuscule. Je me suis assis un moment sans toucher au contact. Pas de musique, pas de téléphone, juste moi et le genre de silence qui ne vous oppresse pas. Il vous laisse respirer. Je ne pleurais pas. Je n'étais même pas en colère. Pas encore. Je réfléchissais, laissant le poids s'installer, triant ce qui venait de se passer et tout ce que cela essayait d'enterrer. Mes mains reposaient sur le volant. Je fixais devant moi, rien en particulier, laissant juste mes pensées dériver comme elles n'avaient pas eu le droit de le faire. Là-bas, quand on parlait par-dessus moi, qu'on me poussait de côté, qu'on me faisait disparaître. C'est commencé à revenir par vagues. Les petits détails simples des années que personne ne mentionnait. Comme la façon dont je gardais les médicaments de grand-père organisés. Des boîtes de 7 jours alignées sur le comptoir. Pilule du matin, pilule du soir, les notes adhésives avec des rappels manuscrits, ou le dossier que je portais à chaque rendez-vous coincé sous mon bras comme un employé aux archives en pilote automatique. Ces journaux de pression artérielle, les notes pour le neurologue, les mises à jour des réclamations aux anciens combattants. Personne ne m'a demandé de le faire. C'est ce que les gens ne comprennent jamais. Je ne l'ai pas fait parce que je le devais. Je l'ai fait parce qu'il comptait pour moi. Parce qu'il avait été celui qui venait à mes matchs de baseball, qui me disait la vérité quand je gaffais, qui me tendait un tournevis et disait « Répare-le toi-même ou tu n'apprendras jamais ». Et quand il a commencé à glisser, oubliant des noms, des dates, des mots simples, je ne l'ai pas fui. Je me suis penché vers lui. Daniel ne l'a pas fait. Mes parents ne l'ont pas fait. Ils visitaient, bien sûr, pour les vacances, pour les anniversaires, mais seulement quand c'était pratique, seulement quand ils pouvaient être vus. Je me souviens d'un Noël, peut-être il y a 4 ans, Daniel a amené sa petite amie, est resté 2 heures, puis est parti tôt pour rencontrer des amis en ville. Grand-père a demandé de ses nouvelles le reste de la soirée. Je n'ai pas eu le cœur d'expliquer. J'ai juste inventé une excuse sur la circulation. Puis il y a eu Thanksgiving, celui où papa a porté un toast à la famille et a regardé Daniel dans les yeux comme s'il était celui qui maintenait tout ensemble. J'étais assis 2 sièges plus loin, mon bras encore douloureux d'avoir soulevé grand-père dans la baignoire ce matin-là. Mais je n'ai rien dit parce que c'est ce qu'on m'avait appris. Ne rends pas les choses inconfortables. Ne t'attarde pas, sois juste là tranquillement, stable. C'était mon travail, non? Et pendant longtemps, j'ai cru que quelqu'un faisait attention. Il s'avère que personne ne le faisait. Ou pire, peut-être qu'ils le faisaient. Et ils ont juste décidé que ça ne comptait pas. Ce qui rendait les choses pires était de savoir ce que j'avais mis de côté, ce que j'avais manqué. Il y a eu une femme une fois, Gillian. Nous avions parlé sérieusement d'emménager ensemble quand les choses avec grand-père se sont compliquées. Elle voulait voyager, ouvrir son propre studio. J'ai dit que je devais rester. Elle a dit qu'elle comprenait, mais la compréhension ne va pas très loin quand votre vie semble être en pause et que celle de quelqu'un d'autre avance sans vous. J'ai laissé cela partir tranquillement. J'ai refusé un travail à Seattle. Un bon. Cela aurait pu changer les choses pour moi. Mais je ne pouvais pas le laisser seul. Pas avec des inconnus. Il ne m'aurait pas demandé de rester. Ce n'était pas qui il était. Mais il n'avait pas besoin de le faire. C'était ça l'amour, non? Calme, coûteux, le genre sur lequel personne n'écrit de discours. Et maintenant, debout là à côté de sa tombe, ils agissaient comme si rien de tout cela n'était jamais arrivé. J'ai appuyé ma tête contre le siège. Le ciel virait au gris profond. Le genre de couleur qui vous fait vous demander si le jour a vraiment commencé. Puis un autre souvenir s'est glissé. Un auquel je n'avais pas pensé jusqu'à maintenant. C'était il y a quelques mois.
Mon père m'a appelé dans son bureau. Rien de formel, juste, viens ici une minute. Il était assis derrière son bureau, les lunettes basses sur le nez, ce bloc-notes juridique devant lui comme toujours. Il y avait un document sur la table. Juste une formalité, a-t-il dit en le faisant glisser vers moi. Ça aide à éclaircir certaines choses de la succession. Je me souviens de la façon dont il l'a dit. Trop décontracté, comme s'il avait répété la phrase. Je l'ai ramassé. Langage juridique, beaucoup. J'ai demandé ce que ça signifiait. Il a agité la main. Des trucs standards. Procuration. Des charges de base. Mais quelque chose en moi s'est arrêté. Je l'ai lu lentement, j'ai posé plus de questions, et quand les réponses sont devenues plus vagues, j'ai posé le papier. J'aurai besoin de temps, ai-je dit. Il n'a pas insisté, n'a pas souri non plus. Nous n'en avons plus jamais parlé. Mais maintenant, assis ici dans la voiture qui s'assombrissait, je me demandais. Est-ce à ce moment-là que ça a commencé? Est-ce à ce moment-là que j'ai cessé d'être utile? Peut-être qu'il s'attendait à ce que je signe sans regarder. Peut-être que j'étais censé jouer le jeu comme toujours. Et en ne faisant pas ça, en hésitant simplement, je suis devenu un problème. Je continuais à penser à ce document, à ce qu'il contenait vraiment, à ce qu'il signifiait, et pourquoi, pour la première fois de ma vie, je n'avais pas simplement suivi ce qu'il disait. C'était une petite chose, mais c'était peut-être suffisant. Je ne le savais pas alors, mais refuser de signer ce papier a été le moment où ils ont cessé de faire semblant que j'appartenais à la famille. Après ce jour, chaque conversation donnait l'impression de se dérouler derrière une porte verrouillée. 2 jours s'étaient écoulés depuis l'enterrement. La pluie n'est jamais venue, mais l'air était resté lourd, comme si quelque chose était toujours sur le point de tomber. Je me suis garé dans l'allée de la maison où j'ai grandi, bien qu'elle ne semblait plus être la mienne. Elle était toujours impeccable, toujours symétrique, toujours calme de cette façon qui semblait autrefois sûre. Maintenant, c'était comme entrer dans la vie de quelqu'un d'autre avec une clé que vous n'étiez pas censé avoir encore. Je suis revenu chercher quelques cartons personnels que j'avais laissés après avoir séjourné ici ces derniers mois. L'arrangement avait toujours été temporaire, bien que personne n'ait jamais dit pour combien de temps. À l'intérieur, l'éclairage était doux et délibéré, comme toujours. Les meubles n'avaient pas bougé. Les photos sur le mur étaient toujours parfaitement alignées, mais la maison ne semblait plus ouverte. Quelque chose en elle avait changé. Des portes étaient fermées qui étaient habituellement ouvertes. La cuisine, autrefois remplie de bruit de vaisselle et d'opinions non sollicitées, était maintenant un coin tranquille de civilité mise en scène. J'ai croisé ma mère dans le couloir. Elle a fait un bref signe de tête. Pas d'étreinte, pas de mots, juste un signe de tête, comme un voisin que vous connaissiez autrefois mais que vous ne pouviez pas tout à fait situer. Je suis monté à l'étage, évitant les marches qui grinçaient. Ma vieille chambre était toujours intacte, cependant. C'était peut-être le changement le plus révélateur. Comme s'il voulait la préserver juste assez pour dire qu'il s'en souciait, mais pas assez pour que ce soit réel. Au bout du couloir, la voix de Daniel filtrait à travers la fente d'une porte. Je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait, juste le son de la confiance. Des rires, puis le silence quand mon pas atterrit trop près. Les conversations s'arrêtaient quand j'entrais dans les pièces maintenant. Les yeux fuyaient. Les voix s'adoucissaient. Je ne demandais plus. Je ne m'imposais pas. J'observais juste. Il y a un étrange réconfort à savoir enfin où l'on se situe. Je me suis dirigé vers le bureau. Personne d'autre n'était en bas. Mon père était sorti rencontrer un client. Il n'a jamais pris sa retraite. Pas vraiment. Ma mère pliait probablement des serviettes qu'elle n'avait pas besoin de plier. Le bureau avait l'air exactement le même. Bureau en noyer, vieux globe dans le coin, lampe en laiton avec un abat-jour en verre vert. L'odeur de papier et de cuir usé persistait encore comme si la pièce avait sa propre atmosphère privée. Je suis entré doucement et j'ai laissé la porte se refermer derrière moi. Cette pièce avait autrefois donné une impression de pouvoir. Maintenant, elle donnait une impression de strate. Je suis resté derrière le bureau un moment. Mes doigts ont tracé le bord où j'avais l'habitude de laisser des notes adhésives quand j'étais enfant, prétendant que j'avais ma propre entreprise. Mon père avait gardé la même disposition pendant des années. Dossier à gauche, un porte-stylo en argent en plein centre, poignée de tiroirs polis par l'usage. L'un de ces tiroirs ne s'ouvrait pas. J'ai tiré doucement, puis plus fermement.
Verrouillé. Cela m'a arrêté net. Ce tiroir n'avait jamais été verrouillé auparavant. Pas dans toutes les années où j'avais récupéré des dossiers, déposé des enveloppes, regardé mon père rédiger les chèques de bonus de Noël avec le même stylo noir. Je l'ai fixé pendant un long moment, ma main reposant toujours sur la poignée. Il aurait fallu 5 secondes pour trouver un tournevis plat. J'aurais pu l'ouvrir sans que personne ne le sache, mais je ne l'ai pas fait. J'ai reculé parce que maintenant je n'avais pas besoin du tiroir pour me dire que quelque chose m'était caché. Je le savais déjà. Ce dont j'avais besoin maintenant n'était pas du drame. C'était la vérité. Une vérité calme, solide, indéniable. J'ai jeté un dernier coup d'œil et me suis tourné pour partir. Juste au moment où j'atteignais la poignée de porte, mon téléphone a vibré dans ma poche. Numéro inconnu. J'ai hésité une seconde, puis j'ai répondu. M. Davis, a dit une voix, mesurée, douce, coupée à la fin, comme quelqu'un habitué à gérer des conversations difficiles. Oui, c'est Stephen Callaway. Je m'occupe de la succession de votre grand-père. J'avais déjà entendu le nom, une fois brièvement. Il n'était pas du cabinet que mon père utilisait. Cela semblait soudainement important. J'espérais parler avec vous en privé, a-t-il continué. Avez-vous un moment? Je suis retourné dans le bureau, fermant à nouveau la porte. Maintenant, oui. Il y a eu une pause plus longue que nécessaire. Je voulais demander, a-t-il dit prudemment. Avez-vous vu des documents présentés par votre famille ces dernières semaines? Quelque chose présenté comme lié à la succession? Mes yeux ont dérivé vers le tiroir verrouillé. Non, ai-je dit, rien que j'ai signé en tout cas. Une autre pause, le genre que vous pouviez sentir dans votre poitrine. Je vois. Je comprends. Sa voix est devenue encore plus prudente. J'aimerais organiser une réunion en personne le plus tôt possible. De quoi s'agit-il? Ai-je demandé. Je pense qu'il est préférable que nous parlions directement. Cette réponse me disait tout et rien à la fois. Il a donné une heure et un lieu. Au centre-ville près du palais de justice. Je l'ai griffonné au dos d'un reçu encore dans mon portefeuille. Mes mains restaient stables, mais à l'intérieur je pouvais sentir quelque chose se mettre en place. Ce n'était pas juste une question de qui obtenait quoi. Il s'agissait de quelque chose qui avait déjà été décidé, caché, et qui commençait maintenant à faire surface. Quand il a raccroché, j'ai compris que la vraie conversation était sur le point de commencer. Je suis sorti de cette maison en sachant que le silence ne protégeait plus personne. Le lendemain matin, le ciel au-dessus de Dallas était d'un gris terne. Il ne menaçait pas de pleuvoir. Il semblait juste avoir renoncé à décider. Je suis arrivé au bureau de l'avocat 10 minutes en avance. Pas parce que j'étais anxieux. Je voulais juste être ancré avant qu'il n'entre. Le hall était tout en lignes épurées et tons sourds, sol en pierre polie, éclairage encastré, art abstrait qui ne disait rien. C'était le genre d'endroit où les voix ne montaient jamais, le genre de pièce qui ne se souciait pas de qui vous étiez à l'extérieur de ses murs. Il n'y avait pas de photo de famille ici. Pas de rappel de qui avait l'habitude de me tenir la main en entrant dans les cabinets médicaux ou d'applaudir le plus fort à ma remise de diplôme. Juste du beige neutre et de l'aluminium brossé. Je me suis assis dans la zone d'attente et j'ai regardé les secondes s'écouler sur l'horloge murale. Chacune ressemblait à une respiration superficielle. À exactement 9h02, la réceptionniste s'est levée et a fait signe vers la porte en verre dépoli. Ils sont prêts pour vous. Ai-je demandé. Elle a hoché la tête une fois. Je suis entré et me suis arrêté juste à l'intérieur du seuil. Ils étaient tous déjà assis. Mon père était assis à l'extrémité de la table ovale, jambes croisées, penché en arrière comme s'il attendait un client. Ma mère était assise 2 chaises plus loin, la posture droite, les lèvres pincées comme si elle gardait un secret. Daniel avait pris le siège le plus proche de l'avocat, les coudes hors de la table, les yeux sur ses mains jointes. J'ai pris la dernière chaise vide, en diagonale face à l'avocat, personne directement à côté de moi. Personne n'a dit un mot. Stephen Callaway avait l'air d'appartenir à un drame judiciaire. Barbe taillée, costume bleu marine, une cravate qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel. Son expression ne trahissait rien, ce qui dans cette pièce faisait de lui l'homme le plus honnête ici. Il a commencé calme, professionnel, distant. Il a expliqué la structure de la succession, les définitions légales, le calendrier de l'homologation.
Il parlait comme s'il s'agissait de n'importe quel autre dossier sur son bureau, mais chaque phrase donnait l'impression de contourner quelque chose de plus lourd. J'étais assis là à écouter mais sans vraiment entendre. Mon esprit continuait de tourner autour de l'espace entre les mots, pas les mots eux-mêmes. J'avais passé des années à perfectionner la patience, à laisser passer les choses, à accorder le bénéfice du doute. Maintenant, cette patience ressemblait à quelque chose sur quoi ils avaient compté, comme si c'était une caractéristique de moi qu'ils avaient exploitée, pas respectée. Il a continué à lire. Puis il s'est arrêté. Ce n'était pas un faux pas. C'était un arrêt délibéré, conscient. Ses yeux restaient sur le document. La pièce est devenue immobile d'une manière qui pressait sur vos côtes. Mon père a bougé légèrement, mais n'a pas parlé. Les doigts de ma mère se sont entrelacés plus étroitement. Daniel a expiré par le nez, mais a gardé le regard baissé. Personne n'a demandé pourquoi il s'était arrêté, mais je l'ai senti. Que c'était le moment vers lequel nous tournions. Pas le testament, pas les parts, pas la maison. Ça. J'ai fixé l'avocat, essayant de ne pas cligner des yeux. Le silence s'est étiré, puis est devenu plus fin. Ma poitrine s'est serrée, pas de peur, mais de reconnaissance. Ce n'était pas de l'hésitation. C'était de la mise en scène. Quelqu'un savait ce qui venait ensuite. Je les ai regardés à nouveau, un par un. Ils n'étaient pas confus. Ils n'attendaient pas comme moi. Ils se préparaient. J'ai failli demander ce qu'ils ne disaient pas. Je ne l'ai pas fait parce que parler maintenant changerait l'équilibre. Je savais mieux. On n'interrompt pas une tempête dont on n'a pas encore vu la forme. Au lieu de cela, je me suis penché lentement en arrière dans ma chaise et j'ai gardé mon visage neutre. Il a levé les yeux du dossier, ajusté le bord du papier, puis l'a fermé à moitié. Il y a, a-t-il dit, une question supplémentaire qui doit être abordée. Il n'avait pas encore dit ce que c'était, mais tout le monde avait soudain l'air de déjà savoir. Ce fut le moment où j'ai réalisé que la patience s'était transformée en test. L'air dans la pièce a changé sans que personne ne bouge. Ce n'était pas plus fort ou plus sombre. Il s'est juste resserré comme une ceinture tirée d'un cran de trop. Stephen Callaway s'est redressé dans sa chaise et a ajusté le dossier devant lui, non pas d'une manière nerveuse, mais avec intention. Sa voix, quand il a parlé à nouveau, portait un poids différent. Il y a un addendum associé au testament, a-t-il dit. Plus lentement maintenant, prudent. Il n'est pas de nature financière. Mon père s'est penché en avant immédiatement. Nous avons déjà passé en revue tous les documents pertinents, a-t-il dit, sont-on coupés. Répétez. Il n'y a pas besoin de compliquer les choses. Ce mot est resté suspendu là. Compliqué. Stephen n'a pas répondu tout de suite. Il a joint ses mains, puis les a dépliées comme s'il choisissait la bonne version de la vérité. L'addendum, a-t-il continué, est une déclaration enregistrée faite par votre père avant son décès. Une vidéo. Je n'ai pas réagi. Pas extérieurement. À l'intérieur, quelque chose s'est installé. Pas de soulagement, pas de victoire, juste une certitude. Le genre que vous ressentez quand une pièce de puzzle s'enclenche et que vous réalisez qu'elle n'a jamais été perdue. Elle était cachée. Les yeux de Daniel restaient fixés sur la table. Il n'a pas demandé ce que l'enregistrement contenait. Il n'avait pas l'air surpris. Cela m'en disait plus que n'importe quel déni aurait pu le faire. Ma mère n'a pas bougé du tout. Mon père a secoué la tête une fois. Cet enregistrement n'est pas pertinent, a-t-il dit. Il a été fait pendant une période difficile. Mon père n'allait pas bien. Il allait assez bien pour planifier sa succession, a répondu Stephen uniformément. Cela ne veut pas dire qu'il pensait clairement, a répliqué mon père. Nous en avons discuté. La vidéo n'a jamais été censée être jouée. Stephen a fini. Silence à nouveau, plus épais cette fois. Je pouvais entendre ma propre respiration. Je me suis concentré pour la garder stable. Ce n'était pas le moment pour l'émotion. C'était le moment pour la mémoire. Stephen a ouvert le dossier à nouveau, retirant cette fois une seule feuille et la plaçant sur le dessus. Pour mémoire, a-t-il dit, la vidéo était programmée pour être incluse dans la lecture originale. La mâchoire de mon père s'est serrée, mais Stephen a continué. Vous avez explicitement demandé de retarder sa divulgation. Ça a atterri. J'ai levé les yeux alors droit vers mon père. Ses yeux n'ont pas rencontré les miens. Pas cette fois.
Instruit par qui, a demandé Steven à haute voix, bien que son regard n'ait jamais quitté mon père. Je ne sais pas ce que vous pensez impliquer, a dit mon père. Nous essayons d'éviter une détresse inutile. J'ai failli sourire à cela. Presque. Steven n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. L'enregistrement a été presque entièrement retiré du dossier, a-t-il dit. Il n'a été préservé que parce qu'une copie existait en dehors du dossier principal. Mon estomac s'est serré, mais mes pensées se sont aiguisées. Ce n'était pas une question d'argent. Ça ne l'avait jamais été. Il s'agissait de contrôle, de façonner la fin après que l'histoire a déjà été écrite. J'ai compris alors pourquoi ce tiroir était verrouillé, pourquoi les appels téléphoniques s'arrêtaient quand j'entrais dans les pièces, pourquoi le papier qu'il voulait que je signe avait été présenté si nonchalamment. Il ne s'attendait pas à de la résistance. Il s'attendait à de la conformité. Steven m'a regardé. Vous n'avez pas entendu l'enregistrement. Non, ai-je dit. Ma voix semblait stable même à mes propres oreilles. Il a hoché la tête une fois. Avant de procéder, quelqu'un s'oppose-t-il à son inclusion? Mon père a ouvert la bouche. J'ai parlé le premier. S'il existe, ai-je dit, gardant mon ton égal, il doit être entendu. C'était tout. Pas d'accusation, pas de leçon d'histoire, juste une limite. Steven n'a pas hésité après cela. En tant qu'exécuteur testamentaire, c'est mon obligation de présenter tous les matériaux que le défunt a jugés pertinents, a-t-il dit. Nous allons procéder. Mon père s'est penché en arrière dans sa chaise, croisant les bras, une posture défensive que j'avais déjà vue. Daniel a bougé sur son siège. Les mains de ma mère se sont serrées sur ses genoux. Steven s'est levé et a légèrement tamisé la lumière. L'écran au fond de la pièce s'est allumé avec un doux bourdonnement. Personne n'a parlé. Personne n'a bougé. Je me sentais calme, clair, près d'une manière que je n'avais pas été depuis l'enterrement. Certaines vérités survivent parce que quelqu'un a essayé de les effacer. L'écran a clignoté, et pour la première fois depuis l'enterrement, mon père a eu l'air effrayé. J'ai reconnu ce regard immédiatement. C'était la peur d'être vu. Mon père était assis figé dans sa chaise, les muscles de sa mâchoire tressaillant alors que l'écran prenait pleinement vie. La pièce était silencieuse à l'exception du doux bourdonnement du haut-parleur. L'image s'est affinée lentement, et il était là, mon grand-père, assis dans le fauteuil en cuir marron de son bureau, pas affalé ou désorienté, droit, présent, le regard clair d'une manière qui faisait tomber à plat toute affirmation antérieure sur son état déclinant. La vidéo a commencé sans son, juste quelques secondes d'immobilité, le genre qui vous permet de regarder quelqu'un dans les yeux assez longtemps pour sentir le poids de son silence. Il a ajusté ses lunettes, a entrelacé ses doigts et a regardé directement dans la caméra en nous. Puis sa voix est passée. Si vous regardez ceci, a-t-il dit, stable et calme, alors je ne suis plus capable de parler pour moi-même. Et connaissant certains d'entre vous, c'est exactement le moment que vous préféreriez. Personne n'a bougé. Il a continué, j'enregistre ceci parce que je soupçonne qu'il y aura une version de la vérité présentée qui omet trop de choses, et je veux que ce soit enregistré. Mes mots, pas les leurs. Ma mère a fermé les yeux, non pas comme si elle se préparait à l'impact, mais plutôt comme si elle était fatiguée de prétendre qu'elle ne l'avait pas vu venir. La colonne vertébrale de Daniel s'est redressée visiblement. Son visage est devenu vide comme il le faisait quand il était sur le point de mentir à l'école et ne voulait pas être pris dans les détails. Mon grand-père a poursuivi, d'abord, permettez-moi d'être clair. J'étais sain d'esprit lorsque j'ai fait cet enregistrement. Le docteur Keller l'a confirmé ce matin-là. J'ai demandé l'examen moi-même. Il a tenu un morceau de papier plié, a pointé la date et l'a placé sur la table d'appoint. Cela seul suffisait à saper toute tentative de discréditer ce qui suivait. Puis il a dit mon nom. Michael. Pas mon petit-fils. Pas le garçon. Mon nom. Je sais qu'ils ne le disent pas souvent, mais je le dis maintenant. Je n'ai pas bougé, non pas parce que je ne ressentais rien. Au contraire, je ressentais tout. Ma gorge s'est serrée, mais je suis resté immobile. La dignité compte plus que la réaction dans des moments comme ça. Je me souviens des matins où tu venais tôt pour t'assurer que j'avais pris mes médicaments, a-t-il dit. Les après-midi où tu sautais le travail pour m'emmener au rendez-vous. Tu ne m'as jamais fait sentir comme un fardeau. Pas une seule fois. Tu es resté quand les autres sont partis. Il n'a pas mentionné de nom. Il n'en avait pas besoin.
J'ai apporté des ajustements à ma succession, a-t-il dit, parce que je savais ce qui se passerait une fois que je serais parti. Je savais quelle main se tendrait en premier, et je savais qui détournait déjà de l'argent des comptes que je n'avais pas autorisés. Cette phrase a atterri comme un marteau tombé. Mon père s'est avancé sur son siège, ouvrant la bouche. Mais Steven a levé la main sans détourner le regard de l'écran. Pas d'interruption. L'écran n'a pas tressailli. Mon grand-père a continué. Un accord privé a été conclu, un accord qui a modifié la gestion de la fiducie sans mon consentement. Je n'ai jamais signé ces révisions, et j'ai demandé à mon avocat de conserver une copie scellée de mes conditions originales. L'image a coupé sur un bref gros plan d'un document. Il portait la signature de mon grand-père, une date, une clause faisant spécifiquement référence à la surveillance des comptes d'investissement de la famille destinée à l'origine à m'inclure. Puis barré. Mon estomac est tombé, non pas de choc, mais de confirmation. Ce n'était pas de la spéculation. C'était de la structure. Je n'attends pas d'excuses, a-t-il dit plus doucement maintenant. Et je n'essaie d'embarrasser personne. Je veux juste la vérité là où il y aurait eu du silence. Dans le coin de ma vision, mon père était maintenant assis raidement, une main serrée sur l'autre. Daniel s'était légèrement détourné de l'écran, comme s'il pouvait être blessé d'être dans sa pleine lumière. Ma mère n'avait pas bougé. L'avocat n'a pas mis la vidéo en pause, n'a pas réagi. Il l'a simplement laissé continuer. Mon grand-père a pris une respiration et a dit, « Cet enregistrement ne concerne pas qui gagne. Il s'agit de qui se souvient de ce qui a été fait. Pas de drame, pas de doigt pointé, juste de la clarté. C'est ce qui l'a rendu puissant. Il n'a pas élevé la voix, et il n'a insulté personne. Il a simplement énoncé ce qui s'était passé, sachant très bien que le poids de ses mots tomberait sur les gens dans cette pièce comme du plomb. C'est ce que fait la vérité quand elle a été enterrée trop longtemps. Elle n'explose pas. Elle écrase. La vidéo s'est terminée brusquement. Pas de conclusion, pas d'adieu. La pièce est restée immobile. Personne n'a parlé. Même l'air semblait réticent à bouger. Steven s'est calmement penché en avant et a éteint l'écran. Les lumières se sont ajustées, mais la luminosité n'a pas coupé la lourdeur qui restait. Il a commencé à organiser les papiers, méthodique et imperturbable, un homme faisant son travail. Mais je suis resté assis là à fixer cet écran maintenant vide. La vidéo ne m'avait pas libéré. Elle les avait coincés. C'est alors que mon frère a finalement parlé. C'est arrivé si vite que j'ai failli manquer les premiers mots. Daniel s'est penché en avant, les mains à plat sur la table de conférence polie et s'est lancé dans sa version comme s'il l'avait répété toute la matinée, peut-être plus longtemps. Cette vidéo, elle est sortie de son contexte, a-t-il dit, la voix un peu trop forte pour la taille de la pièce. Grand-père était en conflit dans les derniers mois. Il a dit beaucoup de choses, certaines contradictoires, certaines émotionnelles. Cela ne reflète pas ce qui s'est réellement passé. Je n'ai pas dit un mot. Je n'en avais pas besoin. J'avais déjà entendu cette stratégie, mais pas aussi peaufinée. On ne nie pas la vérité. On l'entoure d'assez de bruit pour la faire vaciller. Steven, l'avocat, n'a pas réagi. Moi non plus. Mais l'énergie dans la pièce a changé à nouveau, se resserrant. Daniel a sorti un dossier de la mallette en cuir qu'il avait apporté. Je ne l'avais pas remarqué plus tôt. Il l'a fait glisser sur la table, pas vers moi, mais vers Steven. Il y a de la documentation, a-t-il dit rapidement. Des accords, de la correspondance par email, la preuve que Michael a été compensé de manière informelle pour son temps avec papa. Il connaissait les conditions. Il a pris du recul volontairement. Nous avons tous fait ce que nous pensions être le mieux. Mon père a hoché la tête, les bras croisés. Cela n'a jamais été caché. Il a choisi sa voie. Le reste d'entre nous a porté la charge. J'ai regardé ma mère. Son visage était illisible. Elle n'a pas tressailli. Elle n'a pas parlé. Les yeux de Daniel ont rencontré les miens. Allez, Mike. Tu m'as dit toi-même que tu ne voulais pas être lié à ce gâchis familial. Tu essayais de construire ta propre vie. C'est pourquoi nous avons fait les ajustements. Il essayait de le dire gentiment, mais il y avait de l'acier en dessous et un choix de mots très délibéré. Nous. J'ai su alors que ce n'était pas de l'improvisation. C'était un plan de secours. Un plan conçu pour s'activer si jamais la vérité passait à travers. Et elle venait de le faire.
Mon pouls est resté égal, à peine, parce que si j'élevais la voix, si je montrais même une lueur d'indignation, je jouerais dans leur narration, l'étranger en colère, l'émotionnel, le maillon faible. Je ne pouvais pas leur donner ça, alors je n'ai pas bougé. Steven a parcouru les documents que Daniel avait fournis. Les pages étaient propres, numérotées, agrafées, préparées. Cela n'avait pas d'importance. J'ai attendu. J'ai compté jusqu'à 3 dans ma tête. Puis je me suis penché légèrement en avant et j'ai demandé avec un calme délibéré, Y a-t-il eu des amendements notariés déposés après le 18 mars? Spécifiquement en ce qui concerne la surveillance principale de la fiducie. Steven s'est arrêté en plein milieu d'une page. Cette pause, c'était la fissure. Il a levé les yeux. Il y en a un déposé le 29 mars. Les yeux de mon frère ont dardé vers la gauche. J'ai continué, gardant mon ton neutre. Et étais-je inclus dans ce dépôt? Steven s'est raclé la gorge. Oui, vous avez été réintégré en tant que fiduciaire conjoint selon les instructions de votre grand-père. La pièce n'a pas explosé. Elle s'est effondrée vers l'intérieur. La mâchoire de Daniel a bougé, mais aucun son n'en est sorti. Mon père s'est tourné vers lui, ne chuchotant pas, ne criant pas. Juste assez fort pour entendre. Tu as dit que c'était géré. Je pensais que c'était annulé, a marmonné Daniel, regardant la mallette comme si elle pouvait le sauver. Je leur ai dit de ne pas le faire. Tu as dit à qui, ai-je demandé. Il n'a pas répondu. Steven a posé l'amendement du 29 mars à plat sur la table. Ceci remplace toute réclamation antérieure d'arrangements informels. C'est signé, daté, notarié et juridiquement contraignant. Le silence est revenu, mais ce n'était pas calme. C'était chargé. J'aurais pu enfoncer le clou. J'aurais pu les traiter de menteurs, de manipulateurs. J'aurais pu me lever et exiger qu'ils admettent ce qu'ils ont essayé de faire. Au lieu de cela, j'ai pris une lente inspiration et j'ai dit, compte tenu des irrégularités, je voudrais demander un audit complet de tous les transferts d'actifs et révision de documents effectués au cours de la dernière année, et je veux une surveillance indépendante, pas familiale. Steven n'a pas cligné des yeux. C'est une demande raisonnable. Mon père s'est penché en arrière comme s'il avait reçu un coup de poing. Daniel a mis ses 2 mains sous la table. Ma mère n'avait toujours pas bougé. La réunion s'est terminée non pas par une conclusion, mais par l'épuisement. Steven a recommencé à rassembler les papiers, cette fois avec plus de soin. Je vais organiser un auditeur indépendant. Vous serez tous contactés d'ici la fin de la semaine. Personne ne s'est opposé. Daniel s'est levé le premier, lentement, comme si ses jambes ne faisaient pas tout à fait confiance au sol. Mon père a suivi, raide, silencieux, la mâchoire serrée. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, j'ai capté quelque chose sur le visage de Daniel que je n'avais pas vu auparavant. Ce n'était pas du ressentiment. C'était de la peur. Alors qu'il se levait pour partir, j'ai compris que gagner venait de rendre tout plus dangereux. Je ne suis pas sorti en me sentant victorieux. Je suis sorti en sachant que la vérité avait un prix. Ils sont sortis de la salle de conférence dans un silence échelonné. Mon père d'abord, encore raide sous le poids d'une histoire qu'il ne pouvait pas contrôler. Mon frère traînant derrière, ne disant pas un mot, les yeux flous. Ma mère s'est attardée comme si elle voulait dire quelque chose, mais avait oublié comment. Je n'ai pas attendu qu'elle trouve les mots. J'ai juste hoché la tête une fois, me suis levé et suis parti. Les semaines ont passé tranquillement. Il n'y a pas eu d'appel téléphonique dramatique, pas de lettres implorant la réconciliation, pas d'excuses attendues depuis longtemps griffonnées à minuit. Au lieu de cela, le silence est revenu. Mais cette fois, ce n'était pas le genre qui protégeait les secrets. C'était le son qui venait après qu'une tempête a ravagé le paysage, quand les gens commencent à prétendre qu'ils n'étaient pas ceux qui tenaient l'allumette. Tout passait par les avocats maintenant. Chaque mise à jour, chaque inventaire d'actifs, chaque ligne de la distribution de la succession. C'était impersonnel, factuel et sec. Et c'était peut-être un cadeau. Après tant d'années de gymnastique émotionnelle, ce genre de clarté ressemblait à de la miséricorde. J'ai appris l'allocation finale par email. Daniel conserverait une partie de la succession, certaines propriétés, une fiducie qui lui avait été destinée à l'origine et qui n'avait pas été touchée pendant le conflit. Mais plusieurs actifs clés, en particulier ceux liés à l'entreprise familiale d'origine, ont été placés sous une nouvelle surveillance. Pas à moi, pas directement.
Ils ont été placés dans une fiducie gérée avec des auditeurs rotatifs. Je n'ai pas tout eu, mais j'ai eu ce qui comptait. Je n'ai pas demandé vengeance. J'ai demandé que les choses soient mises au clair, et elles l'ont été. Pas d'une manière qui les humiliait, juste d'une manière qui empêchait que cela se reproduise. C'est à cela que ressemble souvent la justice. De petites corrections silencieuses pour lesquelles personne n'applaudit. Ma mère m'a appelé une fois, juste une fois. Le téléphone s'est allumé un soir alors que je faisais la vaisselle. Je l'ai laissé sonner 3 fois avant de répondre. Elle a demandé comment j'allais. J'ai dit que j'allais bien. Elle n'a pas dit que je lui manquais. Je n'ai pas demandé pourquoi. Elle est restée silencieuse dans cette pièce. Il y a eu une pause entre nous, longue et familière. Puis elle a dit, « Ton grand-père t'aimait. » Tu le sais, n'est-ce pas? Je le sais maintenant, ai-je répondu. C'était tout. Elle n'a pas rappelé. Des semaines plus tard, je suis retourné à la maison de mon grand-père. Elle avait été vidée à ce moment-là, en grande partie. Les meubles étaient couverts. Les étagères étaient nues. L'odeur de son tabac à pipe s'était finalement estompée, mais le fauteuil était toujours là. Ce même vieux fauteuil en bois près de la fenêtre, celui dont il prétendait toujours qu'il avait juste la bonne inclinaison. La lumière du matin traversait la vitre exactement comme elle l'avait fait tant de fois auparavant, tombant sur le tapis délavé en une ligne calme et délibérée. Je me suis assis. Le coussin s'est légèrement affaissé sous moi comme s'il se souvenait. Je n'ai pas pensé à la salle d'audience, ni aux disputes, ni à l'héritage. J'ai pensé à la façon dont il fredonnait dans sa barbe quand il lisait le journal du dimanche. J'ai pensé à la façon dont il s'arrêtait au milieu d'une phrase quand il entendait le chant d'un oiseau, comme s'il voulait laisser le monde parler à sa place. J'ai pensé aux conversations que nous n'avions jamais eues et à celles que nous avions eues. Celles qui ont tout changé, même si elles semblaient petites à l'époque, il m'a donné plus qu'un nom sur un document. Il m'a donné de la clarté. Il m'a donné un moyen de sortir de l'ombre que je traînais derrière moi depuis des années. J'avais l'habitude de penser que j'avais besoin que ma famille me reconnaisse pour me sentir entier. Mais assis dans ce fauteuil dans la maison qu'il remplissait autrefois de décence et de silence qui signifiait sécurité, pas manipulation, j'ai réalisé autre chose. Je n'avais plus besoin de leur approbation. Ce dont j'avais besoin, il me l'avait déjà donné. La vérité. Sa vérité. Ma vérité. Certaines blessures restent ouvertes. Elles arrêtent de saigner, mais elles ne se ferment jamais tout à fait. C'est bon. La douleur n'est pas l'ennemi. Le mensonge selon lequel elle était méritée l'est. C'est ce qui garde les gens piégés. Je définis la famille différemment maintenant. La famille, ce n'est pas juste le sang. Ce n'est pas de la paperasse. Ce ne sont pas des maisons partagées ou des noms de famille. Ce sont les gens qui vous voient clairement et choisissent quand même de ne pas détourner le regard. Cette liste est plus petite que je ne le voudrais, mais elle est réelle. Si vous avez écouté cette histoire, peut-être en reconnaissez-vous des morceaux dans votre propre vie. Peut-être avez-vous été debout dans une pièce où personne ne disait la vérité et vous vous êtes demandé si c'était vous qui n'étiez pas à votre place. Peut-être avez-vous senti qu'avoir raison ne ressemblait pas à gagner. Et peut-être, juste peut-être, avez-vous appris que le silence n'est pas toujours de la gentillesse. Cette histoire ne portait pas sur la vengeance. Il ne s'agissait pas de rendre l'appareil. Il s'agissait d'entrer dans la lumière avec votre nom intact, même quand d'autres préféreraient que vous restiez dans l'obscurité. Je n'ai pas hérité d'une fortune, mais j'ai hérité de mon nom.